Merci. Je suis très heureux d'avoir reçu cette invitation d'ouvrir ces journées sur des sujets qui sont des sujets qui, évidemment, sont d'actualité, mais j'allais dire n'arrêtent pas non plus d'évoluer. Donc il est important d'avoir ces moments où les uns et les autres, qui sont tous concernés à des titres divers, sollicités, puissent échanger et coopérer dans la mesure où il y a une dynamique qui est une dynamique de fait de tendance à la parcellisation des sujets et en même temps les nécessités de coopérer, de se retrouver sur des principes communs. C'est un peu l'esprit dans lequel nous avons mis en place le programme Bibliothèque scientifique numérique dont vous avez parlé. C'est l'esprit, je crois, dans lequel le réseau des urfistes est en train de définir son évolution. Donc je trouve que cette journée vient tout à fait bien. Alors peut-être que je comptais juste introduire donc autour de quelques points. Le premier, c'est le contexte d'Open Science. Alors là, celui-là, il ne date pas, bien entendu, d'hier matin. Il date au moins d'une quinzaine d'années. Néanmoins, il y a une actualité très forte, vous le savez, puisque c'est hier après-midi que le Sénat a voté le projet de loi qui lui était présenté de projet de loi pour la République numérique, dans les mêmes termes que ce que la commission mixte paritaire entre les deux assemblées avait déjà retenu, ce qui veut dire que le texte de la loi ne bougera plus, sera promulgué dans les prochaines semaines, et donc se posera alors la question plutôt de l'application, les décrets d'application de la loi, mais disons en tout cas que les grands équilibres ont été arbitrés, et c'est à l'intérieur d'un nouveau cadre que les uns et les autres nous allons travailler. Ce cadre, il s'enrichit par rapport à la situation antérieure. Il s'enrichit de deux éléments importants. Le premier élément, c'est des dates butoirs qui sont fixées par rapport au passage à l'open access d'articles. Ce passage à l'open access est laissé à la liberté de chaque chercheur, avec donc ce qui est commun, ce sont les délais qui sont indiqués. À partir de 6 mois pour les sciences dures, à partir de 12 mois pour les sciences humaines, le chercheur récupère la faculté de mettre son article en open access. Ça ne veut pas dire que... ça ne veut pas dire qu'il peut aller chercher une autre solution d'exploitation commerciale que celle qu'il a déjà signée dans son premier contrat avec un éditeur, évidemment. Mais c'est un autre type de circuit, le circuit donc d'accès ouvert qui s'ouvre, et cela vaut pour les textes et pour les données qui sont incluses dans ces textes scientifiques, dans ces écrits scientifiques. Le deuxième élément qui est présent maintenant dans la loi et ce qui a suscité en fait encore plus de débats préparatoires à la loi, c'est la possibilité du text et data mining, de l'exploration, de la fouille de textes et de données, pour laquelle le principe a été reconnu et les formes de mise en œuvre vont être précisées dans un décret d'application. Alors, c'est un cadre tout à fait nouveau qu'il nous appartiendra aux uns et aux autres de faire vivre, dans la mesure où la préparation de la loi a révélé, ou en tout cas a confirmé, qu'il y avait des débats très forts entre les intérêts des uns et des autres sur ces questions, et qu'un point d'équilibre a été trouvé. Il a été décidé aussi, parallèlement à l'évolution, disons, de la rédaction du projet de loi qui finalement est accepté par tous, il a été décidé d'avoir un certain nombre de mesures d'accompagnement
Et l'idée principale de ces mesures d'accompagnement, enfin il y a deux idées principales. La première, qui n'est pas propre à ce projet de loi, qui est maintenant une tendance assez forte pour beaucoup de projets de loi, c'est d'avoir un dispositif d'évaluation qui accompagne de près la mise en œuvre de la loi, de façon à éventuellement modifier, rectifier au bout de quelques années. Et ce sera donc le cas. Où un rapport d'étape de la mise en œuvre de la loi est prévu 2 ans après sa promulgation. Ça, c'est le premier élément. Donc, celui-là, je disais, un peu général. Et un élément plus particulier lié aux caractéristiques de ce champ de force, c'est qu'il doit être, ce suivi, cet accompagnement, doit être copiloté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui représente d'une certaine façon les intérêts des chercheurs, et de l'autre côté, par le ministère de la Culture et de la Communication, qui représente les intérêts des éditeurs. C'est ce copilotage qui assurera, disons, un consensus et une viabilité à la loi, et donc qui sera à l'initiative de la mise en place d'un certain nombre d'outils. Alors, par exemple, il va y avoir une structure permanente d'observation des effets de la loi. Il va y avoir un certain nombre d'éléments aussi de soutien qui seront apportés par notre ministère aux éditeurs, et notamment aux éditeurs de langue française ou ressortissants du territoire national. Donc un certain nombre d'éléments comme ça figureront dans ce cadre de conduite commun aux deux ministères et devront donc, stabiliser ce changement, qui est un changement donc très très important. Alors, d'où vient ce changement? Je ne vais pas être trop détaillé sur l'historique, mais disons que depuis que l'informatique et le numérique sont au centre de l'accès à la connaissance, il y a eu un certain nombre d'évolutions juridiques notamment, qui étaient imprévues, qui ont abouti souvent à la fois à segmenter, à renchérir les modes d'accès à la connaissance, en échange évidemment d'investissements qui apportaient des services qui jusque-là étaient uniquement fournis à la fin de l'année par les tables annuelles des revues. Donc il est exact qu'il y a pas mal d'éléments, disons, de mise en relation de moteurs de recherche qui ont été mis en œuvre par les éditeurs, mais le coût global de cette évolution a été perçu comme très lourd par les chercheurs, dans la mesure où, d'une part, les modes d'accès étaient transformés par le fait que soit on acquérait un bouquet global, soit on n'avait plus droit à rien, et d'autre part où on ne pouvait pas disposer des services de prêt qui accompagnaient jusque-là la documentation papier. Alors c'est cet ensemble-là, et en particulier ce contraste extrêmement fort entre la disponibilité matérielle immédiate rendue possible par le numérique et d'un autre côté l'élévation de barrières juridiques de plus en plus nombreuses élevées autour de chacun des modes d'usage de ces ressources numériques, qui a amené à ce mouvement de l'open access, qui maintenant s'intègre plutôt dans l'expression plus générale de open science, et qui a conduit dès le début du XXIe siècle, à des déclarations à Berlin, à Budapest, autour du libre accès aux données scientifiques. Alors, on peut imaginer que l'accélération qui a eu lieu
dans les toutes dernières années, depuis 2012. Vous avez su qu'il y avait une recommandation européenne en 2012 autour de l'open science, tient bien sûr à l'effet d'accumulation d'une certaine irritation et donc de diffusion de l'idée de l'open science sur la dernière décennie. Mais bien entendu, il y a eu aussi d'autres facteurs de nature différente qui ont convergé et qui ont amené à cette percée. Bon, un autre facteur, c'est celui du fait que un point de vue, disons, d'approche économique générale, non pas lié aux intérêts de tel ou tel secteur, notamment le secteur de l'édition, mais une vision plus générale du rôle que la science pouvait jouer si elle était accessible, qu'elle pouvait jouer en faveur du développement économique, a aussi permis, aidé, et un certain nombre d'autres acteurs économiques, donc souvent internationaux, ont aidé aussi à cette évolution en faveur de l'open science. Et puis le troisième élément, c'est, vous le savez bien, depuis notamment la crise de 2008, c'est le fait que les budgets publics sont beaucoup plus contraints. Étant plus contraints, ils souhaitent obtenir ce qu'on pourrait appeler un retour plus marqué sur leurs dépenses. Et donc, l'un des retours, c'est effectivement la possibilité de valoriser ce qui paraît aux acteurs publics être de leur ressort, c'est-à-dire leur propre production comme auteur collectif, disons. Voilà, c'est cet ensemble d'éléments qui ont convergé et qui ont amené à la concrétisation, à partir de 2012, de cette open science qui, jusque-là, était surtout, sauf en Amérique, dans le domaine de la santé, enfin, sauf dans quelques endroits particuliers, était surtout une vision et un discours. Donc, voilà le contexte. Je pense que sur ce plan, j'ai dit l'essentiel au niveau, disons, de ce que la loi française illustre d'un mouvement international. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une caractéristique de la France qui est peut-être un de ses atouts, c'est que pendant toute cette période où le mouvement de la science ouverte était surtout un discours, la France a tout de même mis en place des infrastructures, un certain nombre d'infrastructures aussi bien matérielles qu'immatérielles, qui vont lui permettre de passer beaucoup plus rapidement de la loi, du vote de la loi, à sa concrétisation. Alors, parmi ces je ne vais pas citer toutes les infrastructures, mais j'en citerai 3. Parmi les infrastructures immatérielles, j'ai cité tout à l'heure le programme BSN, c'est-à-dire, c'est depuis 3 ans l'habitude de disposer d'un cadre de concertation entre les grands acteurs, à la fois des universités, des grandes écoles, des organismes de recherche. Le ministère de la Culture et le nôtre sont également présents, et cela permet d'aboutir à des points de vue convergents entre ces grands acteurs qui sont aussi donc des opérateurs qui ont souvent la gestion d'infrastructures qui avaient toutes été conçues à un moment donné dans un cadre particulier et n'avaient pas jusque-là l'habitude de tenir compte les unes des autres et de travailler vraiment en solidarité. Donc ça, c'est la première caractéristique, disons, premier atout de la situation française, c'est cet outil immatériel que représente BSN et l'esprit de BSN. Mais il y a aussi des choses plus concrètes. Parmi ces choses plus concrètes, j'en cite 2. Il y a HAL, d'une part, hyperarticle en ligne, qui existe depuis une quinzaine d'années autour de la communication, d'abord des préprints, puis d'autres formes d'écrit en accès ouvert pour les articles publiés sur le territoire national. Et évidemment, la montée en puissance de HAL va lui permettre d'être le réceptacle, le privilégié
pour la mise en œuvre de cette de la loi et notamment de la faculté que la loi reconnaît aux chercheurs de décider de passer en open access ces articles au bout de 6 mois ou 1 an selon le domaine disciplinaire. Donc il y a aussi l'infrastructure HAL, autre infrastructure tout à fait importante, plus récente et pas encore totalement opérationnelle, c'est ISTEX. ISTEX qui a été un projet déposé dans le cadre du plan d'investissement d'avenir dans sa première version, donc c'est-à-dire dès 2012, qui est la mise en place d'une plateforme de traitement commun de l'ensemble de ressources qui ont pu être achetées chez des éditeurs différents et qui sont des ressources dont le critère était des achats one-shot, c'est-à-dire principalement des collections passées de revues scientifiques et éventuellement des e-books, donc des ressources one-shot auprès d'un certain nombre d'éditeurs et qui vont être l'objet d'une mise en commun dans un corpus unifié qui bénéficiera des services les plus avancés qui seront conçus en particulier dans le cadre de l'université de Lorraine, agissant pour le compte de l'ensemble des universités, donc pour le compte de la CPU, sachant que le ISTEX est copiloté à la fois par le CNRS, qui est donc à travers l'INIST celui qui produit la plateforme, Couperin qui sélectionne les ressources, et l'ABES, l'Agence bibliographique d'enseignement supérieur, qui procède aux acquisitions et qui est donc responsable contractuellement. Voilà, cet ensemble-là, ISTEX, c'est évidemment une préfiguration de ce qu'on n'appelait pas encore tout à fait à l'époque le text et data mining. Il y a un certain nombre de moteurs de recherche qui sont mis en place et qui vont permettre à ISTEX d'être l'un des acteurs principaux de ce text et data mining qui a été donc le sujet de préoccupation dans la dernière année, et préoccupation qui a abouti, je l'ai indiqué, assez heureusement. Alors, voilà donc pour le contexte. Maintenant, peut-être quelques mots sur BSN et les données. Non, peut-être d'abord quelques mots quand même sur le niveau européen aussi, parce que j'ai parlé donc de l'Europe comme déclencheur en 2012 d'une accélération de la prise en charge des questions d'open access devenues open science, où on est. Et puis ensuite, j'ai beaucoup développé la situation française. Je reviens un instant à l'Europe, qui est quand même l'un des cadres privilégiés de coopération scientifique, pour dire que, d'une part, il y a eu des avancées autour de l'open science, non seulement dans les recommandations de 2012 que j'ai citées, qui correspondent tout à fait à celles que la France a finalement retenues dans sa loi, c'est-à-dire 6 mois pour passage à l'open access pour les sciences dures et 12 mois pour les sciences humaines, mais il y a eu également des éléments sur les données. Alors, le Conseil compétitivité qui s'est tenu à Bruxelles tout récemment, a produit des avancées qui sont les suivantes. Publications scientifiques et données de la recherche. En 2020, tous les articles scientifiques seront librement accessibles en Europe et la nouvelle réglementation européenne devra désormais, conformément au principe d'innovation, tenir compte de son impact sur cette dernière. Les États membres entendent ainsi optimiser la réutilisation des résultats de la recherche financés par des fonds publics et publics privés. Ces décisions ont été unanimement approuvées par les ministres chargés de la recherche et de l'innovation. Alors, en même temps, il faut comprendre que la formulation
qui a été retenue, celle de la réutilisation optimale, je crois. Attendez. Réutilisation des résultats de la recherche, et puis dans une autre partie du texte, effectivement, réutilisation optimale des données de la recherche, a remplacé l'expression plus générale et plus contraignante de départ, qui était ouverture des données de la recherche. Le principe finalement qui a été adopté après débat, recherche d'un équilibre, ça a été le principe aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a une prise en compte d'un équilibre entre, et là c'est pas simplement entre chercheurs et éditeurs, ça peut être entre chercheurs et chercheurs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un certain nombre de... Et du coup, les enjeux sont, en termes d'ouverture des données, deviennent les suivants, sont des enjeux de périmètre entre les données qui sont... des données absolument nécessaires pour établir les preuves de l'argumentation scientifique présente dans un écrit, et les données qui sont, disons, en deuxième rang, en arrière-plan, qui existent, mais qui n'ont pas été l'objet encore d'une valorisation scientifique, et qui peuvent, pour les équipes, les labos, constituer des ressources, des avantages, des atouts qu'elles aimeraient bien conserver pendant un certain temps. Donc il y a une discussion et un curseur à trouver entre ces deux préoccupations. Alors, c'est une façon aussi de dire que ces questions-là sont à la fois maintenant dans un cadre de préoccupation plus aigu, et en même temps ne sont pas totalement résolues dans la pratique, d'où l'importance de mettre en place un certain nombre d'outils qui seront des outils de mise en œuvre, mais encore aussi des outils de débat. Alors, vous allez en parler, je crois, pas mal au cours de cette journée. Il y a à la fois dans le cadre de concertation du programme BSN, il y a donc un des segments, puisque BSN est constitué, je pense que vous le savez, de différents segments qui correspondent à différentes fonctions de l'information scientifique et technique. Donc il y a, et c'est le plus récent, BSN 10, un segment qui a en charge les données de la recherche. Et ce segment de BSN 10 a entamé la réalisation d'une cartographie nationale des services et centres de données qui a déjà permis de dresser un premier état des lieux des moyens de gestion, de diffusion et de pérennisation des données issues de la recherche publique. Bon, je pense que la journée sera l'occasion d'entrer davantage dans le détail des objectifs et du calendrier de réalisation de ce répertoire des services et des centres de données nationaux. Je tenais à le mentionner dans la mesure où, comme ce projet avait été adopté comme une priorité par les instances de BSN, le ministère y a apporté une aide financière, je crois, sur 2 ans. Le deuxième élément que je voulais citer, c'est Doranum. Alors vous l'avez fait déjà. Alors Doranum, c'est un programme d'auto-formation en ligne par rapport justement à ces questions de données de la recherche dont on voit qu'elles sont stratégiques et en même temps dont on sait que certains publics comme les chercheurs et les enseignants-chercheurs n'ont pas toujours la disponibilité pour se rendre physiquement à des formations, d'où la mise en place de ce programme qui peut être soit complètement sous forme numérique, soit en complément à une formation en présentiel. Là aussi, donc, Doranum, c'est un programme qui est en évolution, que le ministère a soutenu. Et je voudrais terminer en disant que devant nous, donc, restent des questions qui sont majeures
même si, encore une fois, nous avons d'une certaine façon changé d'époque et changé de rythme cette année. J'en vois deux au moins. D'une part, quelles sont les infrastructures numériques pour la gestion des données, puisqu'il y a des tas de questions qui se posent. J'ai parlé tout à l'heure des périmètres de données qu'il était souhaitable de mettre en accès ouvert, mais il y a derrière la question des périmètres de données qu'il est souhaitable de conserver. Donc et puis il y a ensuite la question des tailles. C'est-à-dire, est-ce que chacun doit se structurer par petits domaines? Une chose est, disons, de tenir compte de la spécificité scientifique de chaque domaine par rapport à ses besoins et ses usages des données. Une autre chose est de réfléchir aux infrastructures en tant que telles et aux effets de synergie que peuvent avoir des infrastructures plus importantes. C'est une réflexion que le ministère a en général sur ces infrastructures numériques en ce moment, mais qui se pose aussi par rapport aux réflexions qui peuvent être celles de l'information scientifique et technique. Et bien entendu, la deuxième question, c'est, mais là c'est un art peut-être d'exécution surtout, le contrôle de la qualité des données disponibles et comment ce contrôle est effectué scientifiquement et mis en œuvre techniquement. Donc voilà des questions qui nous traversent. Il y en a sans doute aussi beaucoup d'autres, mais je voulais donner ces quelques éléments d'introduction.